Je ne vais pas m'attarder sur une longue introduction, juste pour mettre un petit peu un certain contexte d'actualité. C'est pour ne pas oublier que cet atelier a aussi été pensé dans un esprit de lutte, puisque au mois de juin, vous n'êtes pas sans, vous le savez, que au niveau des différents de l'Union européenne et notamment de la France, nous avons signé l'accord du Mercosur avec notamment des pays qui intègrent plusieurs pays d'Amérique latine. Donc une fois de plus, nos dirigeants pratiquent le double langage en ce qui concerne tout ce qui est politique en matière d'écologie, mais aussi politique en matière de droits de l'homme et politique tout simplement de communication, de différents langages vis-à-vis de ce qu'on peut faire ici en France ou de regards qu'on peut avoir en Amérique latine et ainsi de suite. Comme je vous ai dit, je ne vais pas m'attarder énormément, je vais laisser plus de place un peu aux différentes interventions et aux échanges de la salle par la suite. Donc on va co-animer cet atelier donc avec Sophie Rosers et moi-même qui suis Claudio Calfuquir. On va tout d'abord commencer dans un premier temps avec Victor Audubert qui est doctorant dans une université parisienne à Paris 13 ici, qui a eu plusieurs recherches, notamment sur les questions latino-américaines et sur certains pays tout en particulier, va nous tracer un peu un focus général de cette temporalité, de cet un peu un survol de la dernière décennie et un peu surtout les enjeux et les perspectives qu'il y a pour la suite. Avant de laisser la parole par la suite, Sophie Roser aura l'occasion de le présenter, Harold Douquet, justement. Chaque fois, je confonds avec un autre Douquet qui n'est pas le même en Colombie. Tu nous l'expliqueras, justement. Et puis également, on présentera aussi après Manon Coléou qui revient justement de la délégation du Forum de Sao Paulo, qui sera justement l'occasion, qui en fera justement autour de cette intervention le retour d'expérience. Et puis enfin, nous terminerons avec l'intervention de Sergio Avalos, qui est le représentant de Morena en France. Donc Morena et l'expérience de AMLO, un an l'exercice du pouvoir, un an après, où est-ce que nous en sommes, quels sont les défis, les enjeux, qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui nous attend pour la suite, les grandes lignes. Voilà. Donc tout d'abord, Victor Audubert, spécialiste sur les questions d'Amérique latine, docteur à l'université de Paris 13, c'est vrai, docteur, depuis peu, c'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement, et qui a déjà participé à plusieurs ateliers aux amphis de la France insoumise précédemment, et donc c'est avec une grande joie qu'on a le plaisir de nouveau que tu puisses nous faire un peu un point sur l'Amérique latine. Merci à tous. Mais merci beaucoup, Claudio. Vous m'entendez bien? Oui, dans le micro? C'est mieux? Oui, celui-ci. Ah oui, effectivement. C'est bon? D'accord. Merci beaucoup, Claudio et Sophie, pour l'organisation de cette conférence sur l'Amérique latine. Donc, pour brièvement me présenter, je suis docteur en droit public, mais davantage spécialisé sur l'Amérique latine, le droit latino-américain. Et donc oui, effectivement, on avait eu l'occasion de se voir il y a 2 ans aux Amphis de Marseille. Et donc aujourd'hui, ma présentation va davantage porter, ça va être une sorte de bilan. On va esquisser un panorama un petit peu de ce qui s'est passé depuis 10 ans en Amérique latine afin de bien situer les choses.
il y a quelque chose qui est acté, je pense, pour tout le monde, c'est la fin d'un cycle. On a pu l'appeler le cycle progressiste, le cycle des années 2000, avec les différentes expériences de gauche, des mouvements sociaux portés au pouvoir dans les années 2000. Et ce cycle progressiste semble s'être interrompu depuis le début des années 2010, avec, alors on a pu le constater il y a quelques années, on peut dire une contre-révolution de droite, mais cette contre-révolution, ce cycle de droite semble lui aussi s'estomper, et on a davantage à faire depuis l'année dernière à un nouveau cycle peut-être, un cycle davantage dégagiste, populiste, qui se différencie quand même plus ou moins des expériences des années 2000. Alors là, je vais reprendre une définition de Maristela Svampa, qui est une sociologue argentine, et qui en fait inclut dans le terme de progressisme, d'expérience progressiste des années 2000, à la fois le populisme de gauche, qui a pu être porté au pouvoir par Hugo Chavez au Venezuela, Evo Morales en Bolivie, Rafael Correa en Équateur, et des expériences de gauche plus classique, on va dire, davantage tourné vers les classes moyennes, avec le Chili de Michelle Bachelet, ou l'Argentine avec d'abord Néstor Kirchner, puis ensuite Fernandez et Kirchner. Cristina, pardon. Excusez-moi. Et donc on a quand même une diversité, de ces expériences-là, et il y a quand même un point commun, un dénominateur commun parmi toutes les expériences des années 2000, c'est un discours quand même contre le néolibéralisme, une politique économique qu'on pourrait qualifier d'hétérodoxe, quoique parfois la réalité est différente, mais en tout cas il y a une vocation sociale, une vocation progressiste, on veut sortir de la pauvreté des millions de personnes, on veut davantage redistribuer, on veut accorder davantage de droits aux peuples indigènes, à la nature, on fait voter des nouvelles constitutions en Bolivie, en Équateur, et donc ce cycle qui a débuté selon Maristela Svampa en 2000 avec la guerre de l'eau en Bolivie. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la guerre de l'eau, ça a été en 2000 à Cochabamba, il y a eu de fortes mobilisations populaires contre le projet de privatisation de l'eau, et donc ça a été appelé la guerre de l'eau, à laquelle a succédé la guerre du gaz en 2003, contre le projet de privatiser le gaz et de l'exporter vers les États-Unis via le Chili. Et donc toutes ces guerres ont porté ensuite au pouvoir Evo Morales à la présidence. Et donc ce cycle se termine plus ou moins, alors certains le mettent en 2013 avec l'élection de Nicolás Maduro, ou plus récemment avec l'élection de Lénine Moreno en Équateur, qui marque une forte rupture, une nette rupture avec Rafael Correa. Et donc le principal bilan de ces expériences des années 2000, c'est évidemment une baisse radicale de la pauvreté et de l'extrême pauvreté. On passe, alors là je reprends des chiffres de la CEPALC, on passe quand même d'une pauvreté en 2002 qui touche 44% de la population latino-américaine à une pauvreté qui atteint 27% en 2014, donc une baisse drastique. Et la pauvreté extrême, elle, va tomber de 11% à un peu moins de 8%. Donc il y a quand même un réel, il y a quand même des dizaines de millions de personnes qui sont extirpées de la pauvreté. On a aussi une très forte croissance économique, un développement des infrastructures, on l'a dit, de nouveaux droits pour les peuples indigènes, des nouvelles constitutions très progressistes qui vont notamment reconnaître pour certaines d'entre elles la Pachamama ou la notion de Buen Vivir en Équateur ou de Vivir Bien en Bolivie. On a aussi surtout je dis ça entre guillemets, une nationalisation des hydrocarbures qui va permettre une meilleure redistribution des richesses et la mise en place de politiques sociales beaucoup plus substantielles qu'auparavant. Des politiques sociales qui ne vont pas non plus forcément s'écarter de ce qui se faisait auparavant. Par exemple, la Bolsa Familia existait au Brésil à la fin des années 90, ou en Bolivie, on avait aussi des bourses, des allocations mises en place, mais les expériences progressistes vont les étendre et vraiment les augmenter substantiellement. Et bien sûr, il va y avoir la construction de nouvelles écoles, il va y avoir le développement des hôpitaux, etc., etc. Donc la disparition de l'analphabétisme dans certains pays et le recul de la mortalité infantile. Donc, il y a quand même un bilan qui est indéniable, c'est un bilan dont on peut être fier à gauche, mais cependant il y a eu des critiques qui ont pu être portées, des critiques de gauche, qui ont pu être portées à ces expériences. Il y a trois principales critiques, je pense qu'il est important de pouvoir regarder, de faire un petit inventaire de ce qui a été fait durant cette décennie 2000. Il y a trois principales critiques qui peuvent être faites. Tout d'abord, l'oubli de la question écologique.
L'incapacité relative à prendre en compte les combats féministes dans plusieurs pays. Et enfin, il y a eu certes une réduction de la pauvreté, mais pas non plus une réduction des inégalités. Et ça reste un véritable angle mort. Sur l'écologie, il y a eu, de manière paradoxale, une intensification de l'extractivisme, puisque pour financer ces politiques sociales, il fallait bien trouver l'argent quelque part, et donc ça s'est fait à travers un plus fort extractivisme, une nationalisation des hydrocarbures, etc. Et donc, parallèlement, un renforcement de la dépendance de ces pays envers les marchés internationaux. Donc ce qui les a rendus extrêmement vulnérables avec la crise de 2008. C'est avec cette crise-là qui a touché l'Amérique latine quelques années plus tard, avec la baisse des cours du pétrole. C'est avec cette crise que va s'amorcer la fin du cycle progressiste et la crise économique et politique que traverse par exemple actuellement le Venezuela. On a eu aussi, donc, je l'ai dit, une incapacité à prendre en compte les combats féministes. Il y a encore, l'année dernière, ça a été la question de l'avortement, qui a secoué l'Argentine avec le rejet par le Sénat argentin de la légalisation de l'avortement. Mais ça touche l'ensemble, on va dire, des pays, y compris la Bolivie, l'Équateur, où la question, par exemple, du mariage homosexuel, des questions LGBT, reste quand même très sensible. Enfin, donc, il y a eu certes réduction de la pauvreté, mais les inégalités restent flagrantes. Sont beaucoup plus fortes qu'en Europe. Et c'est notamment dû au fait que c'est très compliqué de recouvrir l'impôt pour certains. L'État est encore assez imparfait dans ces pays-là. Il y a encore beaucoup de difficultés à recouvrir l'impôt. Et surtout, à cause de toutes les politiques néolibérales qui ont pu être mises en place dans les années 90, il y a une très forte hostilité de la population à l'impôt, et notamment vers les plus riches. Et donc on a très peu, l'impôt sur le revenu est presque inexistant, il n'y a que la TVA en fait dans beaucoup de ces pays-là qui existent. Et donc il n'y a pas de redistribution fiscale. Donc ça c'est aussi un angle mort qu'on peut noter. Et donc on constate, alors qu'il y avait la quasi-totalité des pays d'Amérique latine qui étaient à gauche dans les années 2000, il y a eu un renversement très soudain au milieu des années 2010, ce qui fait qu'aujourd'hui, actuellement, il y a la Bolivie, le Venezuela, le Mexique, et puis quelques pays d'Amérique centrale qui sont encore à gauche. Et tout le reste, plus ou moins, est à droite. Ah oui, il y a l'Uruguay aussi, qui est toujours sous la mandature du Frente Amplio. Et donc, on peut expliquer pourquoi est-ce que les populations, surtout des populations qui avaient profité énormément de toutes ces politiques, pourquoi se sont-elles détournées de tous ces gouvernements de gauche? On a l'analyse, par exemple, d'Olivier Compagnon, qui est professeur à l'Institut des hautes études d'Amérique latine à Paris, qui nous explique notamment qu'il y a une série de facteurs, selon lui. Tout d'abord, il y a l'usure du pouvoir, quelque chose de très normal. Tous les gouvernements de gauche s'usent et ont progressivement tendance à se déconnecter des mouvements sociaux. Alors, pas de tous, et évidemment, c'est beaucoup plus complexe que cela. Mais en tout cas, il y a une déconnexion progressive des gouvernements avec les mouvements sociaux, notamment les mouvements sociaux indigènes et écologistes, comme on l'a dit avant. Il y a eu aussi les scandales de corruption. Alors, le plus gros scandale, c'est Odebrecht. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'était une entreprise de BTP, une entreprise brésilienne de BTP, qui a eu recours dans toute l'Amérique latine à des pots de vin, des malversations, afin de se faire octroyer des contrats. Et c'est à partir de cette affaire-là que, par exemple, le président péruvien a été obligé de démissionner. C'est aussi à cause de cette affaire-là que il y a eu une partie de la crise au Brésil et qu'il y a eu le coup d'État institutionnel contre Dilma Rousseff et la mise en prison, enfin le prisonnier politique qu'est Lula actuellement. Donc voilà, cette affaire Odebrecht a pu permettre à la droite aussi de prendre appui sur une véritable affaire de corruption, mais ensuite pour légitimer l'incarcération politique de plusieurs personnalités de gauche. Et puis enfin, donc, une des raisons principales, c'est évidemment le ralentissement de la croissance économique et la chute des cours du pétrole au début des années 2010. Et donc aujourd'hui, en Amérique latine, du point de vue économique, il n'y a que plus ou moins la Bolivie, avec 4% de croissance par an, qui un peu se démarque des autres pays. Mais sinon, évidemment, il y a le Venezuela qui est en très très grave récession. Il y a l'Argentine aussi, avec une dévaluation de 30% du pesos, là, depuis que les primaires ont eu lieu. Et
la probable défaite de Mauricio Macri. Donc vraiment, on est dans un contexte de crise économique qui dure, et donc naturellement, les électeurs vont se détourner des élites qui n'ont pas réussi à régler cette crise économique et vont soit aller voter à gauche quand il s'agissait de la droite, soit aller voter à droite quand il s'agissait de la gauche. Et donc voilà, il y a aussi cette incapacité à prendre en compte, à répondre de manière pérenne aux inégalités structurelles. Voilà, cette incapacité à lever l'impôt, qui est un véritable problème. Et puis, plus surprenant, c'est, et ça, alors, il y a Olivier Compagnon qui le souligne, mais aussi beaucoup de chercheurs latino-américains, c'est en fait cette classe moyenne, cette nouvelle classe moyenne qui a pu émerger grâce à toutes les politiques sociales, qui en quelque sorte s'est retournée contre les gouvernements de gauche, puisque donc au Brésil, quand on parle de nouvelle classe moyenne, c'est des dizaines de millions de personnes, et ça concerne à peu près tous les pays. Il y a une nouvelle classe moyenne qui a pu émerger dans les années 2000, et qui progressivement s'est détournée donc des gouvernements de gauche, parce que voilà, donc pour ce qui concerne la crise économique, pour ce qui concerne parfois des plans d'austérité qui n'ont pas été compris, et puis surtout vis-à-vis de nouvelles attentes. Et donc il y a plusieurs chercheurs qui soulignent que cette nouvelle classe moyenne, elle a, entre guillemets, acquis des valeurs bourgeoises, de consumérisme, de consommation, et que les programmes de gauche, en fait, ne leur conviennent plus. Et donc c'est un fait étonnant, mais quand on regarde un petit peu la sociologie électorale, on remarque que les classes moyennes se sont vraiment détournées des programmes de gauche pour aller soit faire des programmes de droite ou populistes. Et donc, face à cette fin de cycle, on a eu au milieu des années 2010, tu me dis Claudio, quand est-ce que je termine, hein, pour pas que ce soit trop long, on a eu un retour de droite extrêmement dur. C'est pas des droites, on va dire chrétiennes démocrates qu'on a pu connaître dans les années 90, alors qui certes ont mis en place des politiques néolibérales, mais ce sont des droites extrêmement dures, au Chili avec Sebastián Piñera, en Argentine avec Mauricio Macri, vraiment des droites très très conservatrices, sans parler évidemment de Jair Bolsonaro au Brésil, où là on peut parler de néofascisme. Donc c'est un retour de droite voilà, très dur. En Colombie aussi, j'ai oublié de le dire, avec Iván Duque. Donc cette droite dure, elle s'accompagne aussi d'un appui des évangélistes, et ça c'est une nouvelle donne. C'est le mouvement évangéliste extrêmement fort en Amérique latine, qui a notamment porté Bolsonaro au pouvoir et qui fait partie intégrante de son gouvernement. Et c'est un mouvement qui touche tous les pays d'Amérique latine, et qui en fait va venir conquérir à la place de la gauche les classes populaires. Et les classes populaires vont aussi se détourner de la gauche grâce à l'implication très 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 forte des évangélistes. Et donc on a par exemple, ça concerne aussi le Venezuela. Par exemple, on peut donner quelques chiffres. Voilà, au Costa Rica, par exemple, on a eu le pasteur Fabricio Alvarado qui a obtenu 40% des suffrages au second tour de l'élection présidentielle en 2018. Évidemment, donc au Brésil, les évangélistes sont au pouvoir. Mais par exemple, au Venezuela, lors des élections présidentielles du 20 mai 2018, on a eu un pasteur, Javier Bertucci, qui a quand même eu 10% des voix. 1 million de voix quand même. Donc c'est relativement important, et il y a peut-être c'est une nouvelle donne pour la gauche, comment composer, ou tout du moins reconquérir cet électorat qui s'est détourné, qui est parti vers le mouvement évangéliste. Et donc, depuis l'année dernière, il y a un cycle électoral qui s'est initié en Amérique latine. Donc ça a débuté donc avec le Brésil, ça s'est poursuivi avec l'élection au Mexique, avec AMLO. Et donc, il y a eu aussi, depuis le début de l'année, plusieurs élections en Amérique centrale. Et ce qu'on constate, c'est une véritable vague dégagiste qui concerne en fait la planète entière et qui concerne aussi l'Amérique latine. Et en fait, le point commun entre tous ces pays, donc, c'est des candidats qui se présentent comme anti-système, hors du système, persécutés, et surtout qui veulent lutter contre la corruption. Alors certains c'est contre la corruption, d'autres c'est contre des élites dégénérées qui feraient l'apologie de la théorie du genre, donc évidemment on pense au Brésil, mais il y a vraiment ce dégagisme ambiant qui est balbutiant en Amérique latine. Et donc, très bien. On pouvait penser qu'il y avait un virage à droite de l'Amérique latine, et en fait ce qu'on se rend compte c'est davantage un rééquilibrage, puisque donc là on va pouvoir parler peut-être des élections à venir.
en Amérique latine. Tout d'abord, on peut parler d'un petit pays d'Amérique centrale, le Salvador, qui a élu il y a quelques mois Nayib Bukele, qui à la base était un candidat de gauche, qui ensuite est allé à droite, et qui enfin s'est présenté comme un candidat anti-système, qui veut lutter contre la corruption, et qui veut aussi lutter, alors de manière assez originale pour le Salvador, contre la violence, notamment non pas en allant dans une escalade de violence avec la militarisation des moyens de lutte contre les maras notamment, mais davantage en allant implanter des services publics dans des zones défavorisées, en fait en renforçant l'État là où il n'était plus présent. On a aussi eu, alors ça, bon, le Panama, c'est davantage un candidat social-démocrate qui a été élu face à la droite. Au Guatemala, c'est la droite qui a été élue, et alors c'est la droite très très conservatrice aussi, misogyne, raciste, homophobe, et qui veut aussi supprimer la Commission internationale sur l'impunité, qui est à peu près l'une des seules institutions au Guatemala qui fonctionne. Cette commission, elle est mise en place par l'ONU pour juger les crimes, notamment de corruption. Et le candidat élu, qui s'appelle Alejandro Giammattei, avait justement été condamné par cette commission. Donc l'une de ses premières mesures, ça va être de supprimer cette commission de l'ONU. Et donc on a l'Argentine, pour en venir à l'Argentine et à la Bolivie très rapidement. Donc l'Argentine, il y a eu des primaires qui se sont déroulées il y a une semaine, et donc qui ont donné le duo Fernandez-Fernandez gagnant face à Mauricio Macri. C'est une sorte de répétition des élections générales, et en fait on peut très probablement penser que le centre-gauche, puisque le programme s'est considérablement modéré, en tout cas le centre-gauche va revenir en Argentine face à Mauricio Macri, et peut-être même dès le premier tour. On a aussi des élections en Uruguay où le Frente Amplio, donc de José Mujica, ce n'est pas lui qui se présente, mais va continuer à avoir le pouvoir. Donc ça fait depuis 2004 que le Frente Amplio est au pouvoir en Uruguay, et ça va continuer. Et enfin, on a la Bolivie. Donc Bolivie, en octobre, des élections générales sont à prévoir, avec toujours Evo Morales comme candidat du MAS. Et peut-être pour la première fois en fait, il y aura peut-être un second tour entre Evo Morales et son opposant principal, Carlos Mesa, qui se présente aussi comme un candidat anti-corruption et qui veut lutter contre la corruption qui est de plus en plus, pas de plus en plus importante, mais en tout cas de plus en plus visible et davantage mal ressentie par la population. Et donc peut-être qu'il y aurait un second tour, mais en tout cas pour Evo Morales, ça ne fait aucun doute, il sera réélu. Et pour lui, l'objectif, c'est davantage de conserver la majorité des 2/3 au Parlement, afin de pouvoir davantage d'avoir une confortable marge de manœuvre au niveau de sa politique. Et pour conclure, voilà, je peux dire qu'il y a un rééquilibrage politique à l'œuvre en Amérique latine, que le cycle progressiste est bel et bien terminé, et que c'est davantage, pas une vague, mais en tout cas peut-être un cycle dégagiste davantage populiste, qui s'appuie moins sur les mouvements sociaux et davantage sur l'idée de peuple, qui est en train de s'installer en Amérique latine. Et puis on pourra en parler peut-être dans les questions, mais aussi une réorientation de l'économie, avec une moindre dépendance vis-à-vis des États-Unis, mais avec un renforcement des liens avec la Chine, et donc une nouvelle coopération sud-sud qui est en train de s'installer. Voilà, on pourra en parler si vous le désirez. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant effectivement de voir que c'est de parler au final globalement d'un rééquilibrage et non d'un revirement uniquement réactionnaire en Amérique latine. Cela dit, on aura l'occasion d'en discuter par la suite. On peut quand même avoir l'impression que globalement, il y a aussi la question de l'état de droit, parce qu'à travers les exemples des forces réactionnaires que vous donnez, la nouveauté finalement, c'est aussi le fait d'annihiler les organes indépendants, comme dans l'exemple du Salvador, je crois que vous donniez. Non, c'était plus le Salvador. C'était sur l'exemple. Bon, sur le Guatemala, voilà, comme dans cet exemple-là, où des organes indépendants qui vont juger que ce soit de cas de corruption en règle générale, soit la première chose qui est mis par terre par ces forces réactionnaires. Mais du coup, il y a un autre élément dans les contextes de déstabilisation et de rééquilibrage que vous avez donné, qui a été un peu passé sous silence. Il n'y a pas simplement le maintien des inégalités sociales, il y a aussi d'autres facteurs d'instabilité, et notamment le narcotrafic,
qui perdure en Amérique latine malgré tout, et pas seulement en Colombie. Et du coup, je me tourne vers l'interlocuteur, notre intervenant suivant, Harold Duque, qui travaille à l'IHEAL, qui est donc l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, qui est étudiant-chercheur et spécialiste justement de ces politiques sécuritaires. Quand on parle narcotrafic, il faut aussi avoir une vision plus globale, qui est le trafic en général, pas seulement la drogue, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, je vous invite à lire un article de Libération d'hier sur le cas colombien du trafic de bois exotique. C'est-à-dire qu'au camp Lobby, malgré l'accord de paix avec les FARC en 2006, malgré le fait que ces guerrilleros soient plus ou moins sortis des bois, il y a tout de même une augmentation du trafic de bois exotique et une augmentation aussi des expropriations de terres de certains paysans. Voilà, mais je lui passe tout de suite la parole puisqu'il est bien plus expert que moi sur le sujet. Et bonjour. Et d'abord, il faut avoir une chose claire en tête, c'est le fait qu'il ne s'est jamais autant produit de cocaïne dans le monde qu'aujourd'hui. La Colombie, elle produit à présent le 70% de toute la cocaïne qui circule dans le monde. Et c'est l'Europe qui a le 25% des importations et c'est les États-Unis qui a le 50% des importations. Du coup, les pays qui sont en tête, qui sont des puissances économiques, ce sont aussi des acteurs centraux de la question du narcotrafic. Il ne s'agit pas simplement d'une question des productions de cocaïne en Colombie ou dans les pays latino-américains, mais aussi d'une question qui est transversalisée par l'achat et par le pouvoir d'achat des drogues, notamment. Et il faut savoir aussi que la drogue et la guerre contre le narcotrafic, ça a été aussi un des axes fondamentaux de la politique extérieure des États-Unis. Et disons qu'aujourd'hui, pour avoir quelques chiffres juste clairs dans la tête, c'est le fait d'avoir une tonne de cocaïne, elle équivaut à 30 millions d'euros aujourd'hui. Et dans le monde aujourd'hui, on produit en fait 2000 tonnes de cocaïne pure. Et au fur et à mesure qu'elle commence à arriver aux États-Unis et en Europe, on commence à voir des mélanges qui augmentent le profit des narcotrafiquants. Les conséquences dans les territoires, notamment en Colombie, mais aussi aux États-Unis, c'est un bilan juste pour le 2017 de plus de 600 000 personnes assassinées. Ce sont notamment des jeunes des quartiers populaires, des dealers, et aussi des paysans, et en Colombie notamment, et au Pérou, en Bolivie, et dans certains endroits du Brésil aussi, qui sont assassinés, et du fait du contrôle disciplinaire et du contrôle armé, surtout du pouvoir qui ont les clans et les cartels du narcotrafic sur le territoire. Et il faut dire une chose, la question du narcotrafic, ce n'est pas une question juste de technique des maintiens de l'ordre, et pour parler de l'action de l'État pour affronter cette problématique, mais c'est aussi une question notamment publique. Le maintien de l'ordre, c'est une discussion qui doit être abordée par toute la population en entier, parce qu'il y a aussi des consommateurs, et notamment dans les pays riches, qui ont aussi un rôle à jouer, qui font partie de la chaîne. Et ensuite, il faut parler aussi notamment sur la question de militaire en fait. Comment c'est traduit dans le terrain, et la militarisation de la politique de maintien de l'ordre et de la sécurité publique. D'abord, et juste pour donner deux exemples, au Brésil et en Colombie, et pour commencer pour la Colombie, on a eu un plan de financement des États-Unis qui a commencé en 2000 et d'environ 10 milliards de dollars en financement pour la mise, comment dire ça à l'actuel, non ça se dit pas la mise en... Bon, pour le soutien en fait au développement de l'armée colombienne. Ce plan qui s'appelle le plan Colombie, il s'est traduit en fait dans le terrain par l'assassinat systématique des classes populaires. En fait, on constate aujourd'hui 10 000 exécutions extrajudiciaires d'après le terme qu'on utilise en droit international. Les exécutions extrajudiciaires, ce sont des garçons très jeunes en fait, et des quartiers populaires ou des zones rurales en Colombie notamment, qui sont déguisés en guerrilleros et qui sont présentés en fait et dans les chiffres officiels de l'armée colombienne comme des guerrilleros abattus en combat. Ça veut dire que ce frénésie qui est un peu motivé
par la politique de guerre contre le narcotrafic s'est traduit par le fait que l'armée colombienne même, elle assassine ses propres, les enfants qui sont dans les chaînes du narcotrafic, des enfants innocents, ruraux aussi, et qui sont présentés comme des guérilleros abattus en combat. Et en plus de ça, il y a aussi des armées qui sont créées, et ça s'appelle des paramilitaires, qui font le travail que les forces militaires officiellement ne peuvent pas faire. Ce sont des groupes qui sont financés surtout par le narcotrafic, notamment, et qui contrôlent des vastes zones, en fait. À Rio, en ce moment, on a des milices, en fait, qui contrôlent à peu près un territoire où habitent 2 millions de personnes. Et pour passer sur l'expression aussi de la militarisation de la politique publique au Brésil, l'année dernière, on a eu une intervention qui s'appelle l'intervention militaire dans tout l'État de Rio de Janeiro. Et il y a eu 200 000 agents de sécurité qui ont été déployés. Le chiffre en termes d'action directe sur la question de la violence et de la délinquance, c'est à peu près le même bilan. Les seuls chiffres qui remontent, c'est les chiffres des morts à main de la police. On a 1300 assassinés qui ont été, 1300 personnes qui ont été assassinées par les forces de police lors de l'intervention militaire à Rio de Janeiro l'année dernière. Et on voit que en fait, les sources de violence et de délinquance, elles se déplacent en fait. La solution militaire qui a été mise en place en Colombie et à Rio pour régler la question de l'ordre public, en fait, ce qui crée, c'est des assassinats systématiques, mais aussi un déplacement des sources des délinquances qui ne résolvent pas le problème de fond. C'est pour ça que la question du narcotrafic, elle doit être abordée d'un point de vue beaucoup plus large et beaucoup plus nuancé. Alors là maintenant, sur la question des groupes des nouvelles armées du capitalisme et du néolibéralisme financées par le narcotrafic, et il y a deux choses qu'il faut souligner, c'est le fait que ces armées, en fait, ce sont des mutations de la politique sécuritaire même. Les assassinats, les exécutions extrajudiciaires dont je vous ai parlé, ce sont aussi des assassinats qui ont été faits et commandés par des groupes paramilitaires. Ces groupes paramilitaires, ils sont, comme je l'ai dit, financés par le narcotrafic, mais ils ont aussi un lien très important avec les institutions. En Colombie, en 2010, on avait le 33% du Sénat et de l'Assemblée nationale qui étaient occupés par des représentants des clans du narcotrafic. Et aujourd'hui, au Brésil, on a aussi des liens très forts entre Bolsonaro, et notamment avec son fils Flavio Bolsonaro, et en étant député de l'État de Rio, il a décoré à plusieurs reprises des militaires qui sont aujourd'hui accusés d'appartenir à des milices privées, qui sont notamment constituées par des anciens policiers et par des policiers en exercice, qui arrivent, comme je vous l'ai dit auparavant, à avoir le contrôle des 2 millions d'une zone de 2 millions de personnes. Ils contrôlent la distribution d'aliments et ils fonctionnent par l'extorsion en fait, des commerçants et les transports aussi. Il n'y a pas les routes de services publics qui arrivent dans ces territoires-là. Ce sont des bus privés des milices qui sont mis à disposition et l'achat des services de télé, Internet, courant électrique sont gérés aussi par ce clan criminel. Et en Colombie, et pour revenir à la Colombie, ce qu'on constate en fait, c'est un assassinat systématique des opposants politiques et des dirigeants sociaux environnementaux dans les territoires. Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas eu en fait le moyen de démontrer une concordance entre la violence à Rio de Janeiro, ce qui a été notamment sur les milices, parce que c'est notamment abordé d'un point de vue des crimes organisés, de violence et de manque d'État. Tandis que en Colombie, il y a des groupes guérilleros, il y a une connotation beaucoup plus politique. Et il faut dire que dans les années 90, notamment, il y a eu 3 candidats présidentiels qui ont été assassinés par les paramilitaires et aussi par le gouvernement. Et on a disons, un parti politique tout en entier qui s'appelle l'Union patriotique qui a été exterminé en 90. Et plus de 4000 militants politiques ont été assassinés juste pour appartenir à ce parti-là. Et du coup, il y a une concordance en fait aujourd'hui avec le cas spécifiquement de Marielle Franco.
Et Marielle Franco, c'était une députée et une conseillère municipale aussi de Rio, de l'État de Rio, qui dénonçait la présence des milices dans les favelas et qui dénonçait notamment la question de l'attribution des permis d'autorisation municipale pour la construction des bâtiments qui n'est pas géré par la municipalité mais par les milices. Du coup, les milices et les groupes, les clans criminels en fait, et prennent aussi le pouvoir public et le pouvoir de l'État pour mettre en place genre, toute une dynamique de profit personnel. Et juste pour finir, et je pense que c'est la chose qui nous intéresse le plus, c'est comment et la présence de ces clans criminels et du narcotrafic se traduit en fait par l'assassinat des militants politiques qui sont genre et très semblables en fait aux militants politiques français d'un point de vue de la volonté voilà de la motivation qui leur fait genre qui les fait pardon et se mettre en politique, essayer d'organiser leur territoire. Aujourd'hui, en Colombie, on a depuis 2016, depuis les accords de paix, on a 725 leaders sociaux qui ont été assassinés. Ce sont des dirigeants écologistes. Pas tous sont forcément encartés dans un parti politique, mais ce sont des vrais écolos dans le territoire qui sont assassinés systématiquement, et juste pour le fait de vouloir s'organiser, et aussi pour tout ce qu'on connaît vis-à-vis de la protection des rivières, toute l'opposition qui est faite, et Sophie le rappelait, et sur la question de l'extraction illégale en fait, des ressources, notamment d'or et des émeraudes. Voilà. Et du coup, et sur ce point-là spécifiquement, il y a aussi, on constate aussi une augmentation, une hausse d'assassinats de tout ce qui est élus municipaux dans l'État de Rio de Janeiro, aussi par les milices. Et du coup, juste pour finir, et cette question de narcotrafic, c'est une question qui est transnationale, qui est financée par certaines économies qui ont l'accès à un pouvoir d'achat beaucoup plus important que les pays latino-américains, mais elle s'est traduite dans le territoire. Et sur ce point-là, je pense qu'il faut un peu abandonner les clichés sur Netflix, sur la série Narcos et sur toutes les choses que... Même il y a eu des CESE à Paris, et il y a un bar notamment qui s'appelle Narcos, qui a fait plus ou moins une reprise de Medellín des années 80, où il y a toute une apologie à la violence, il y a des armes, genre des imitations des armes là-dedans. Et genre, il y a beaucoup de Français, notamment, genre, qui ont vu la série Netflix Narcos, qui sont là-dedans et qui pensent que Pablo Escobar, il avait en fait genre une vocation populaire pour aider les populations. Le narcotrafic dans le terrain, vraiment, il s'est traduit par l'assassinat des enfants depuis 13-12 ans. Ce sont des enfants qui commencent à être dans le narcotrafic depuis très petits, et genre l'âge où ils sont assassinés normalement, c'est des personnes qui ne passent pas les 23 ans. Aujourd'hui, juste entre janvier et juillet 2019, on a 1200 morts juste dans l'état de Rio de Janeiro, au Brésil, à cause du narcotrafic, à cause de la violence policière et du narcotrafic. Et c'est la chiffre la plus élevée. C'est même pas, j'ai presque le même chiffre d'une intervention militaire avec un déploiement de 200 000 agents. Du coup, c'est une problématique qui s'est traduite, et je le répète, par l'assassinat de tous les leaders sociaux et des dirigeants politiques associatifs dans les territoires, en Amérique latine notamment. Voilà, c'est ça. Et juste pour finir, une chose, je le répète, la question de maintien de l'ordre, c'est une question qui est notamment, oui, qui dépend de la technique de maintien de l'ordre, des forces de police, mais c'est avant tout une question de discussion publique, c'est avant tout un débat public qui nous concerne tous. Merci Harold. Effectivement, c'est une question politique, tout ce qu'on a proposé sur cet atelier. Je rappelle juste que c'est un atelier donc organisé par le livret international de la
de la France insoumise, qu'à chaque fois, toutes les différentes relations au niveau international sont quelque chose qui prennent du temps, qu'il y a énormément de liens, de discussions. Nous n'avons pas uniquement une réflexion où nous faisons un atelier et nous laissons ces choses-là par la suite à l'abandon. Nous avons bien évidemment aussi l'expérience des différentes organisations politiques qui sont à l'intérieur de la France insoumise, notamment le parti de gauche et d'autres qui participent. Et justement, sur ce cadre-là, nous avons souhaité faire justement un focus sur ce forum de Sao Paulo à travers notre délégation qui était présente à ce dernier forum qui avait lieu dans un lieu assez particulier puisqu'il avait lieu cette année à Caracas. Il faut savoir que le forum de Sao Paulo a le nom de Sao Paulo, mais chaque année il change de lieu. Et pour cette dernière édition, il avait lieu, donc, comme je disais, au Venezuela. Et pour l'occasion, Manon Coléou, qui faisait partie de cette délégation, qui est secrétaire nationale du parti de gauche, également membre dans différents livrets, et puis tu auras l'occasion également de te présenter sur plus profondément. Va nous faire un focus justement et un point sur un point de vue général sur cette expérience du forum. Merci à toi. Donc bonjour, je m'appelle Manon Coléou, je suis militante à la France Insoumise et je n'ai pas de grand titre honorifique lié aux relations internationales. Je suis effectivement membre de la direction du parti de gauche dans lequel je suis co-référente, entre autres, du réseau Jeunes. Et donc c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui dans cet amphi. J'interviendrai à 16h sur les questions de harcèlement dans le milieu militant si vous voulez continuer l'après-midi avec moi. Et donc je me demandais, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Venezuela ? Est-ce que vous avez entendu parler du Venezuela ou du Venezuela ? Donc, je dis ça effectivement parce qu'il y a 3 semaines, un mois, je ne sais plus, j'étais avec mes 2 comparses, Florence Poznanski et Julien Calfouquer à Caracas, au Forum de Sao Paulo. Et nous nous étions fixés 3 objectifs principaux. Rencontrer les différents partis de gauche présents pour comprendre la situation en Amérique latine et dans les Caraïbes, tisser notre réseau à l'international et comprendre ce que vivait le peuple vénézuélien. Le vrai du faux de ce qu'on nous présente en France, parce que c'est un peu dur de comprendre d'ici. Nous voulions avoir un aperçu, avoir des réels échanges pour comprendre la situation globale en Amérique latine et voir de nos propres yeux Caracas et le Venezuela. Donc, du coup, c'est un peu Caracas ou centré, puisqu'on est resté qu'à Caracas. À travers de ces échanges et expériences et ces retours, nous verrons en quoi la création d'un réseau international et internationaliste permet au mouvement de gauche de construire un rapport de force pour prendre le pouvoir. Donc, le Forum de Sao Paulo, c'est quoi ? Le Forum de Sao Paulo, c'est une conférence qui réunit tous les partis politiques de gauche, les organisations et les associations alternatives d'Amérique latine et des Caraïbes. Il a été créé par le Parti des travailleurs et Lula dans les années 90, dans la ville de Sao Paulo, d'où le nom. L'objectif était de réfléchir et de savoir réagir suite à la chute du mur de Berlin, et à se coordonner contre les politiques néolibérales qui se développaient sur l'ensemble du continent avec les gouvernements de droite au pouvoir. Le but était, internationalement, de lutter contre l'impérialisme américain et de créer des alternatives au néolibéralisme. Le Forum a depuis vu l'évolution des gauches en Amérique latine, leur lutte contre les gouvernements de droite en place, leur prise de pouvoir dans les années 90-2000, comme l'a dit Victor, ce que nous appellerons la première phase des gauches en Amérique latine, puis la réaction des réactionnaires qui a conduit à leur destitution dans une deuxième phase. Dans les faits, le Forum, cette année, réunit 190 organisations, dont des partis politiques, des mouvements sociaux, des organisations de travailleurs, des intellectuels, des artistes, des eurodéputés, des personnalités telles que le petit-fils de Nelson Mandela,
de Salvador Allende et le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, et qui venaient de 70 pays différents, et il y avait en total 1500 accréditations, donc 1500 personnes présentes au Forum de Sao Paulo. Pour nous, c'était un dépaysement politique total. Dès le premier jour, nous sommes accueillis dans un hôtel, salle de congrès, où l'introduction a lieu. Et j'arrête pas de faire des fausses manips. Et à la tribune, on a des différents pays d'Amérique latine, le Nicaragua, l'Équateur, le Chili avec le Frente Amplio, le Parti communiste de Cuba, le Frente Azul del Paraguay, et le PC du Brésil, le PC du Chili. À chacun son tour, ils vont donner, à chacun leur tour, ils vont donner leur point de vue, leur point politique, leur intérêt dans les relations internationales. Dans les discours, nombreux sont ceux qui développent une rhétorique autour de l'amour, ce qui est très particulier pour nous, puisque on n'a pas du tout cette tradition-là en France de parler de l'amour dans nos discours politiques et de notre engouement. Et certains s'envolent dans un lyrisme, d'autres chantent des chansons pour captiver les individus. Et dans la salle, donc 1500 personnes de pays différents, de différentes origines politiques, et à qui le veut de balancer un slogan pour être pris dans la salle, Que viva el Foro de Sao Paulo, et là tout le monde répond Que viva. Enfin, et peut-être qu'on peut faire le test là d'ailleurs. Si je dis Que viva les amplis. Que viva. Allez. Merci. Et du coup ça redynamise un peu la salle et ça fait du bien, non ? Donc, parmi les points centraux de ce qui a été discuté au cours de cette rencontre, il y a la nécessité de renforcer l'unité entre les forces de gauche et les forces progressistes pour faire face à l'avancée néolibérale, avec des points communs à l'ordre du jour, tels que la préservation de la paix en Amérique latine, la campagne de Lula Libre, la demande de la fin du blocus contre Cuba et l'assassinat des leaders sociaux, ainsi que les droits de l'homme en Colombie. L'organisation de ce forum à Caracas a fait tourner le forum principalement autour des luttes contre l'impérialisme américain au Venezuela, enfin l'impérialisme états-unien, pardon, et la question du blocage économique. Et en complément, pour pouvoir amender ce document, en prenant en compte les différentes oppressions, il y avait des groupes de travail, thématiques, donc les femmes, les jeunes et les indigènes. Donc, à l'approche des scrutins, des différents scrutins, à l'approche des différents scrutins électoraux dans le continent, un soutien écrit a été formalisé pour les candidatures en Argentine, en Uruguay et en Bolivie. De façon générale, le Forum de Sao Paulo reste un espace important de rencontre des forces de gauche et progressistes mondiales qui, cela a été révélé dans de nombreuses organisations que nous avons rencontrées, peinent à se construire un agenda de lutte commune et encore plus une ligne d'action pour penser de façon articulée le retour d'un nouveau programme de gauche sur le continent. Pour visualiser un peu les choses, à l'extérieur du forum, il y avait aussi ce qu'on pourrait appeler pour nous un village militant. Vous voyez, avec tous les petits stands là, et qui nous présentait les différents plans du gouvernement vénézuélien. Donc les logements gratuits que l'on reconnaît avec la signature de Chavez dessus, aux milices, en passant par les stands de dons de lait maternel parce qu'avec le blocus économique, c'est difficile d'avoir accès à du lait en poudre. Et donc ça nous plongeait un petit peu dans un monde parallèle, un monde un peu idyllique, s'il n'y avait pas, qui pourrait nous paraître idyllique s'il n'y avait pas le blocus économique, mais comme l'a expliqué Victor et comme on le verra après, qu'il n'est pas vraiment. Donc, ce forum a pour but de dresser un panorama global de la situation en Amérique latine et nous a permis d'obtenir des nouveaux contacts, de faire de nouvelles rencontres et de tisser des liens à l'international.
on se donnait rendez-vous et on s'expliquait pendant 1 heure, on expliquait nos situations respectives, ce qui permet de commencer à nouer des liens, mais pas forcément de tirer toute une analyse complexe des différentes situations. Ça nous a par contre permis de comprendre davantage les situations comme en Équateur, où Correa, l'homme politique le plus populaire, est poursuivi par les autorités et est en exil, où la situation est compliquée aussi parce que la liberté d'expression est un peu remise en question, car on ne peut plus lui apporter un soutien public, ce qui oblige les différents militants localement à s'adapter et trouver des combines pour faire passer des messages. Là, ils nous ont donné l'exemple d'un think tank qu'ils essayaient de construire. Ou alors d'appréhender les différentes situations au Paraguay ou tisser des liens avec le Frente Amplio en Uruguay par exemple. Je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais dans les années 2000, du coup, il y a une vague de gauche qui envahit l'Amérique latine. Et donc, ce spectaculaire retournement de situation pour la gauche nous a plutôt inspiré, on va dire. Mais au cours des années, les différents partis s'institutionnalisent progressivement et font face à des vagues de difficultés. Outre leurs problèmes internes, l'impérialisme américain vient contrarier leurs plans initiaux des différents partis et avec des méthodes très caractéristiques du continent latino-américain. Donc la pression et les coups d'État sont institués par les oppositions de cheville avec les États-Unis. Donc il y a des putsch au Brésil, la destitution de Dilma Rousseff. Il y a eu la tentative de coup d'État au Venezuela en 2002, là récemment, le coup d'État en Honduras en 2009 avec le gouvernement de Zelaya, mais aussi l'utilisation de la lawfare, très d'actualité, puisque Jean-Luc Mélenchon nous a fait une petite note hier. Donc c'est une méthode d'instrumentalisation de la justice pour éliminer un adversaire politique, comme on a pu le voir avec Lula au Brésil ou en Équateur avec Correa, ce qui amène les différents gouvernements de gauche à tomber, comme au Brésil, ou subir de forts problèmes, comme au Venezuela, avec l'aide des médias dominants. Et donc depuis 10 ans, il y a une vague réactionnaire qui a lieu face au gouvernement de gauche légitimement élu. Donc nous aussi, on a pu faire le constat que la perspective de ce qui devrait se passer, enfin de ce qui s'est passé en Bolivie, de ce qui devrait se passer en Bolivie et en Argentine, qui est aussi en voie de se débarrasser de Macri, le président de droite au pouvoir, représente un espoir. Ah, pardon. Pardon, excusez-moi. Je vais faire un effort. Du coup, je disais... En Bolivie, en Argentine, c'est une histoire. J'ai le temps. Ah, ok, parce que j'ai pas du tout. Que viva. Donc, la perspective de ce qui devait se passer en Bolivie et en Argentine, en voie de se débarrasser de Macri, le président de droite au pouvoir, représente un espoir et permet une réflexion autour du vent de réaction et une ouverture vers une troisième phase, comme on en avait parlé Victor. Moi, je voulais vous donner quelques petits exemples de ce qui s'était passé, de ce qui se passe au Venezuela. Ça intéresse un peu la salle. Ça intéresse un petit peu la salle, ce qui se passe au Venezuela, oui. Donc, puisque nous étions au Venezuela, nous avons pu davantage discuter avec les militants, passer du temps avec les vrais gens, se promener et déconstruire l'image que les médias nous en donnent. Un exemple, le jour où on a pris l'avion, c'était le jour où il y a eu la coupure de courant généralisée au Venezuela. Donc autant vous dire qu'on n'était pas très fiers en montant dans l'avion, on ne savait pas trop ce qui nous attendrait à l'arrivée. Et finalement, en arrivant, tout s'est bien passé. Hein, et on nous a expliqué que sur les coupures d'électricité, tout le monde dit que c'était des hackers et qu'il y aurait des preuves que certains lieux de la bourgeoisie n'auraient pas été touchés, que Guaido aurait été informé avant tout le monde et il aurait pu tweeter pendant la coupure d'électricité
alors que personne n'avait d'accès à Internet. Donc, dans tous les cas, les infrastructures sont vétustes, mais ça rend d'autant plus simple l'action d'éventuels hackers. Et du coup, pour pouvoir faire nos visites, nous avions pris contact avec des gens localement pour pouvoir aller visiter avant le forum et après le forum, puisqu'on restait une semaine, une boulangerie communale, un centre social et une école populaire agricole à la campagne. Et bon, pour la petite anecdote, peut-être j'en ai le droit encore, nous sommes arrivés à l'hôtel, enfin un tel des ambassadeurs, dans un hôtel avec des lustres, avec des dorures, mais en fait cet hôtel il servait jamais. Donc quand ils ont le premier jour on n'avait pas d'eau, quand ils ont rallumé de l'eau, il y avait des fuites partout. Et en fait ils ont voulu mettre les petits plats dans les grands pour bien nous accueillir, mais finalement on voyait bien que derrière tout ça il y avait des difficultés, quoi. Du coup, je dois aller plus vite. Du coup, un peu pour vous raconter comment ça s'est passé, un peu l'état d'esprit dans lequel on était. Quand on arrivait, on ne savait pas trop si on avait le droit de sortir tout seul. On nous avait dit qu'il valait mieux sortir accompagné. Donc la première sortie, c'était un peu comme sur Mars. Et donc on avait regardé bien le trajet avant de partir. Et on avançait dans la rue sans vraiment... comme si on était sur une autre planète. Et finalement, quand on allait prendre le métro, les gens faisaient la queue normale, faisaient la queue mieux que chez nous d'ailleurs. Le métro était gratuit et tout autour de nous, il y avait des dessins d'enfants à la place des publicités, il y avait des propagandes sur le fait qu'il fallait... qu'il fallait que les deux parents soient présents pour l'allaitement et pas uniquement la mère qui allaite. Donc voilà, on a fait le constat d'une société qui a été très précarisée avec un salaire minimum qui est passé de $800 il y a 10 ans à $7 par mois à cause de l'inflation et du blocus économique, ce qui est quand même très violent dans les conditions de vie des gens. Ils ont dû s'adapter et c'est pas évident. Et si vous voulez, on pourra parler plus profondément de tous les exemples, de tout ce qu'on a vécu après cette intervention. Mais donc, lors de notre visite à Caracas, on a rencontré de très nombreuses personnes qui nous ont demandé de raconter ce qu'on avait vu et ce qu'on avait vécu. Et pour nous, c'est important de pouvoir entretenir des liens à l'international, d'apprendre des autres, de pouvoir leur apporter notre soutien et de pouvoir effectivement lutter contre les logiques bellicistes qui existent chez les dominants en général, qui en fait souvent déforment la réalité. Et donc nous, ça nous a permis de regarder le pays d'une autre façon, de même nous voir comment nous fonctionnions d'une différente façon, et nous a fait prendre conscience que, même si on le savait déjà, l'oligarchie, elle est organisée et c'est la plus grande nuisance pour les peuples. Et nous devons continuer à défendre l'internationalisme, l'autodétermination des peuples, et l'éducation populaire, j'ai pas trop pu en parler du coup, mais et l'auto-organisation pour lutter contre les dominants et contre le capitalisme, et parce que ça va nous aider à prendre le pouvoir, mais aussi à pas dévier quand nous y arriverons. Et ce n'est qu'avec le peuple que nous pourrons réellement construire un monde meilleur. Et pour finir, peut-être sur une ambiance latino-américaine, en soutien au peuple vénézuélien, on peut retenter un Que Viva. Et Que viva la révolution bolivarienne. Non, c'est peut-être un peu compliqué. Que viva el pueblo venezolano. Ah, venezolano. Que viva el pueblo venezolano. Que viva seulement. Merci.
On continue et on conclut sur ces combats des forces progressistes pour cette fois-ci faire un focus sur un pays en particulier et un gouvernement porteur d'espoir, celui de Andrés Manuel López Obrador, qu'on appelle donc AMLO, au Mexique. Il est porteur d'espoir déjà pour rebondir sur les interventions précédentes à 2 titres. Le premier, c'est la lutte contre l'insécurité. Le Mexique, c'est un pays qui a connu 200 000 morts en quelques années, assassinats en quelques années. Et aussi dans cette lutte contre l'impérialisme yankee, puisque le Mexique est le voisin direct de Donald Trump, qui du coup n'a pas vu l'arrivée d'AMLO d'un très bon œil, comme vous pouvez vous l'imaginer, et qui a tout de suite mis la pression sur ce nouveau gouvernement progressiste en menaçant de renvoyer énormément de migrants vers la frontière pour les laisser sous gestion du gouvernement, en menaçant d'augmenter moult droits de douane. Donc on voit bien à quel point, encore et toujours, les Américains sont une menace directe pour les Mexicains et pour tout gouvernement progressiste d'Amérique latine. C'est un gouvernement plein d'espoir, et à ce titre, Jean-Luc Mélenchon a fait donc le choix, vous l'avez sans doute vu passer, de se rendre directement sur place, rencontrer le nouveau gouvernement mexicain. Il y a passé pratiquement tout l'été, donc avec plein de notes de blog que vous pouvez retrouver en ligne, où il raconte en plusieurs séquences son séjour là-bas. Mais nous avons avec nous le représentant national, le représentant en France du mouvement Morena, avec nous aujourd'hui, qui peut lui aussi nous raconter très bien ses débuts prometteurs. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. En fait, le Mexique, vous avez peut-être remarqué, c'est un pays dont on parle très peu, contrairement au Venezuela. Du Mexique, on parle quand des Chavannes débarquent avec ses stars au fin fond du Chiapas, ou la télé-réalité arrive à Cancún, ou s'il y a un tremblement de terre ou un massacre par des narcotrafiquants. Mais sinon, on en parle très peu. Grâce à la visite en France, je veux dire, grâce à la visite de Jean-Luc Mélenchon, on a eu droit en quelques jours à au moins 3 notes de suite dans les journaux français. C'était vraiment extraordinaire. Sauf que très souvent, c'était un peu pour se moquer du fait que Jean-Luc a dit qu'il allait au Mexique pour apprendre, pour voir comment se débrouiller, etc. Et le ton moqueur, c'était du genre qu'est-ce qu'il va aller apprendre dans ces pays bananiers. Sauf que, en fait, le Mexique, je pense que c'est un cas d'école, comme le Chili d'ailleurs, parce qu'on a vécu l'application des politiques publiques néolibérales au moins depuis les années 80. Donc, tout ce que vous connaissez, comme vous commencez à voir aujourd'hui en France, nous, on l'a déjà vécu, concrètement, dans notre chair. Et il ne faut pas non plus se tromper. Le Mexique n'est pas un pays où il n'y avait pas d'institutions, où il n'y avait rien du tout. D'ailleurs, je nuance un peu les propos de mon camarade quand il parlait du fait que le système fiscal en Amérique latine marche mal. En fait, le système fiscal au Mexique, il est très performant. Et justement, par exemple, le prélèvement à la source que vous commencez à subir maintenant, il existe au Mexique au moins depuis les années 80. Et justement, les Mexicains se moquent parce que c'est un organisme qui s'appelle le SAT. S-A-T. Ils disent, le SAT, ils savent ce que tu veux manger avant que tu l'aies pensé.
et tu vas être taxé sur ça. Et en fait, ils sont vraiment très performants. Sauf qu'ils taxent juste les gens avec des revenus moyens et plus bas. Et qu'est-ce qui se passe avec les grosses entreprises mexicaines ou étrangères qui sont dans le pays, qui font énormément d'argent, les minières canadiennes, les fabricants de voitures américains, etc., ou la télé, les groupes de télé mexicains, on leur pardonnait toutes les taxes. Eux, ils ne payaient pas de taxes. Donc vous voyez que le problème n'est pas dans l'absence d'institutions ou dans l'absence de l'incapacité de faire les choses, mais dans le fait qu'il y avait une collusion entre les différents gouvernements néolibéraux pour protéger les entreprises et pour s'attaquer surtout au peuple. Pour aller un peu plus vite, donc le 1er juillet, Andrés Manuel López Obrador gagne l'élection présidentielle. C'est la première fois qu'on a un gouvernement de gauche, au moins depuis les années 40. Et avec cette chance qui nous a été donnée par le peuple mexicain, qu'on a gagné aussi la chambre de sénateurs et l'Assemblée, la chambre de députés. Donc ça nous a permis de commencer tout de suite. Andrés Manuel, il a pris le pouvoir en fait au 1er décembre. Donc on est à peine à 8 mois de son arrivée au pouvoir. Mais les députés et les sénateurs sont arrivés un peu avant et ils se sont mis au travail très 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 vite pour essayer, c'est une tâche vraiment titanesque, essayer de détricoter ce qui avait été fait pendant des décennies et des décennies de gouvernements néolibéraux. Et pour essayer d'avoir une redistribution assez vite de ressources, de la richesse d'un pays, parce que ce n'est pas un pays pauvre, hein, c'est quand même la 14e, 15e économie du monde. C'est un pays très très riche, avec beaucoup de ressources naturelles, mais tout reste dans les mains de quelques-uns, dont un qui est connu comme, dans les listes Forbes comme l'un des plus riches de la planète. Une histoire que je peux vous raconter aussi si ça vous intéresse, qui a à voir avec le néolibéralisme, bien sûr. Qu'est-ce qui a été fait assez vite? Donc, une augmentation du salaire minimum. Et on a dit, mais non, parce que ça va déclencher une inflation pas possible et tout. Tout reste pareil. Mais il y a eu tout de suite une augmentation généralisée du salaire minimum. Il y a 2 semaines, une revue ultra-communiste, Forbes, a reconnu que le pouvoir d'achat des Mexicains avait eu une augmentation qu'il n'avait pas eu depuis 17 ans. Et puis, aussi bien dans les différentes assemblées qu'avec le gouvernement, ils se sont attaqués au gros problème de la corruption, au gros problème du démantèlement de l'industrie, des différentes industries. Il faut savoir que l'industrie pétrolière, le Mexique, c'est l'un des grands producteurs de pétrole, mais qu'on a appliqué la recette néolibérale de ne plus investir, de laisser tomber la production pour pouvoir dire, vous voyez, ça ne marche pas, l'État n'est pas un bon administrateur, donc il va falloir à un moment donné qu'on privatise cette entreprise parce que l'État n'est pas un bon administrateur. Sauf qu'en fait, ce qu'on faisait, c'est que dès l'intérieur de l'État, il y avait un sabotage, hein, et on faisait une privatisation maquillée. On laissait tomber un certain nombre de rubriques dans la production. La production pétrolière a chuté. On s'est retrouvé au paradoxe, pays producteur de pétrole, à importer de l'essence. Aujourd'hui, on importe presque la moitié de l'essence consommée dans le pays est importée des États-Unis. Et la même chose est arrivée
dans l'agriculture. Le Mexique est le pays d'origine du maïs. Aujourd'hui, on se retrouve à importer du maïs américain. En plus, modifié, etc. Hein, et c'est pareil dans toutes les rubriques de la production. Donc le président s'est attaqué tout de suite au vol de carburant. Vous avez peut-être vu, ça on en a un peu parlé à la télé, parce qu'en plus, manque de chance, à un moment donné, il y a des gens qui sont venus voler directement d'une source qui avait été... un tuyau qui avait été cassé par les voleurs, et il y a eu une explosion, il y a eu pas mal de morts. Bon, là, on en a parlé. Hein. Mais en fait, c'était essentiel parce que on estime qu'on volait presque 60% de la production, partait en vrai vers le marché noir. Marché noir, mais qui peut acheter et qui peut utiliser de carburant? Ce n'est pas une chose qu'on peut vendre au coin de la rue. Donc il y avait toute une structure où il y avait dedans l'armée, il y avait les mêmes propriétaires des stations-service dans le pays, etc. etc. Donc si on avait à dire quels sont aujourd'hui les principaux points où on a agi et qu'on voit la différence, moi je dirais que ça se voit dans le pouvoir d'achat des familles, ça se voit dans la lutte contre la corruption, ça se voit aussi dans un programme proposé très vite pour pouvoir, avec les gouvernements de El Salvador, Guatemala et Honduras, créer un programme de développement intégral. Parce que l'idée du gouvernement mexicain, c'est que la migration qui vient d'Amérique centrale, en direction des États-Unis, ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'il y a dans leur pays, il y a trop de violence et il n'y a pas suffisamment de développement. Donc il y a un plan intégral de développement pour le sud-est du Mexique et pour l'Amérique centrale qui est en train d'être mis en place. Les médias ont appelé ça le plan Marshall pour l'Amérique centrale. Donc on vient de créer la banque on appelle Banco del Bienestar, la banque du bien-être. Ça va être une banque qui a l'objectif en fait de prêter à des taux humains, hein, parce qu'il faut savoir que vous avez peut-être vu la note comme quoi en France, les banques avaient des taux pas possibles pour toutes sortes d'utilisation de la carte, etc. Bon, c'est la même chose. Les banques qui sont présentes au Mexique, qui sont majoritairement espagnoles, gagnent beaucoup plus d'argent sur le dos des Mexicains que sur le dos des Espagnols. Donc, pour vous donner une idée, ça va être créé, donc, cette banque du bien-être pour permettre que les familles puissent avoir donc un pouvoir d'achat plus important et puissent avoir de prêts à des taux intéressants. Donc, je voudrais très vite juste revenir sur la question des organismes autonomes, parce qu'il y a un paradoxe là. Effectivement, au Guatemala, on se dit, on attaque cet organisme indépendant. C'est curieux, mais au Mexique aussi, l'oligarchie commence à dire « Ah oui, mais vous vous attaquez aux organismes indépendants, comme la Commission nationale des droits humains ou la banque du Mexique. » Il faut savoir qu'en fait, dans le cas mexicain, je ne prendrai pas le risque de dire que c'est partout pareil en Amérique latine, mais concrètement au Mexique, les néolibéraux ont
investit ce genre d'organisme pour pouvoir, quel que soit le gouvernement en place, pouvoir continuer à appliquer leur propre politique. Donc, c'est des situations très, 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 très tendues parce que la Banque du Mexique, par exemple, refusait de baisser les taux d'intérêt. Ils veulent toujours imposer leur propre politique. Il y a eu un moment où le président a dit « Attendez, la politique économique au Mexique va être dictée par le gouvernement et non pas par la Banque du Mexique, malgré son autonomie, ils ont des limites, et non plus par le Fonds monétaire international. » Et je pense que ça a été un message assez clair. Donc on cherche, en tout cas, de parvenir à récupérer notre autonomie alimentaire, récupérer notre autonomie énergétique, s'attaquer à une corruption qui est structurelle. Hein, il n'y avait pas que le gouvernement ou les politiciens corrompus. Quand Alstom ou Odebrecht arrivaient au Mexique, hein, ça les arrangeait bien de donner des pots de bain. Donc l'oligarchie gagnait énormément avec la situation de corruption. Donc il ne faut pas croire que c'est des blanches colombes qui sont très contentes de voir qu'on lutte contre la corruption. Donc c'est une situation très délicate. Hein, on est sur le fil du rasoir. Enfin, le Mexique, en plus, je termine peut-être là. Il y a un ancien dictateur qui disait « Pauvre Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis », malheureusement, le fait d'être à côté, c'est pas un cadeau. Hein, et donc on est toujours sur le fil du rasoir. Souvent à la télé, on parle des attaques américaines contre la Chine, de la guerre américaine contre la Chine, etc. Mais en fait, c'est une guerre qu'il fait aussi au Mexique. Un jour, il dit je vais vous augmenter les taxes des 5, l'autre jour de 25, et c'est toujours la menace. C'est toujours la menace, donc c'est une négociation constante. C'est évidemment une situation qui est très très compliquée, mais je pense que surtout, comme on le disait pendant la campagne, le slogan de Morena est Morena, la esperanza de México, l'espoir du Mexique. Et je pense que si quelque chose fait en sorte qu'on continue, qu'on va de l'avant, ce qu'on a réussi à récupérer l'espoir. Merci beaucoup. Bon, effectivement, on s'est gardé un... Vous m'entendez ? Oui, maintenant oui. Oui, sinon. On s'est gardé justement un petit peu de temps pour les échanges, donc on va essayer de faire les échanges avec la salle. Donc vous avez vu qu'au niveau des interventions, on a essayé d'équilibrer entre notamment des chercheurs, des doctorants, des militants politiques. C'est très compliqué de parler de l'Amérique latine en 1h30 avec les différentes expériences, donc ce n'est pas une liste exhaustive. On verra si par la suite on pourra avoir une conférence plus approfondie, car vous avez vu qu'il y a Morena et notamment sa présidente qui devait venir, mais visiblement il y a quelques difficultés là que je reçois. Donc on verra comment on articule un peu la conférence de samedi avec l'ensemble de l'organisation. C'est parfois aussi les aléas des événements internationaux, donc pas du direct, c'est qu'il y a toujours le contexte politique du pays, chose très importante à prendre en compte à chaque moment, et notamment dans les liens et dans les échanges internationaux de chacune des organisations. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à la salle. Là, je vois une main qui s'est levée, je vois une seconde main. On va respecter l'équilibre de la parité. Voilà. Merci. Je vais me lever. Merci. J'ai deux thèmes, si possible, deux thèmes de discussion, de questions. Le premier, c'est sur la CIA.
Je pense que j'ai découvert progressivement l'implication majeure de la CIA dans cet ensemble de pays. Ce n'est pas si connu que ça. En particulier que Obama n'était pas tellement plus merveilleux. Il faudrait clarifier ça. Et je voulais savoir, par exemple, le Forum de Sao Paulo, est-ce qu'il y a des discussions avec Jeremy Sanders pour avec Bernie Sanders, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis ça, pour dénoncer vraiment. Ça me semble indispensable. Tout ce qui peut se dire sur n'importe quel pays, si on n'a pas clarifié, y compris pour nous en France, le rôle immense que la CIA a pu avoir dans ces pays, on n'arrive pas à expliquer les choses. Par ailleurs, j'ai été allé au Guatemala et le rôle de la Chine dans une nouvelle bourgeoisie est important aussi et pas obligatoirement pour le meilleur. Et donc peut-être tout ça devrait être plus expliqué, il me semble, pour que nous, militants politiques, on puisse bien répondre à des choses. Deuxième thème qui n'a pas à voir avec celui-là, je voudrais, peut-être dans la réunion qu'il y aura samedi sur le Mexique, qu'on parle de l'implication populaire préalablement et depuis, dans la victoire de AMLO, etc. Je voudrais voir comment ça fonctionne et comment les gens gardent l'espoir, comment ils s'impliquent pour un changement. Est-ce que c'est des dirigeants, des députés ou quelle mobilisation populaire avant et après. Merci. C'est une question qui s'adresse aux représentants de Morena. La lutte contre l'insécurité et contre le narcotrafic, c'est quelque chose de très important. Il y a eu au début, enfin, très rapidement, si j'ai bien compris, la mise en place d'une nouvelle force de maintien de l'ordre au Mexique, qui a été très discutée du fait d'une forme de militarisation, etc. Est-ce que... Oui, non mais justement, j'aimerais que tu puisses nous en dire quelques mots et comment c'est perçu aujourd'hui au Mexique. Une question un peu pour tout le monde, c'est lié à un acteur que vous avez mentionné juste au début, mais le Mercosur, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé en France. C'était pour savoir si politiquement le Mercosur avait un rôle qui était vraiment pesant, on va dire, par rapport à tous ces États dont vous venez de parler, et si son rôle allait être décisif dans ce tournant dont vous parlez, potentiel, qui suit en tout cas l'arrivée d'une extrême droite, ou en tout cas d'extrêmes très forts en ce moment, et qui sont très différents selon les pays. Est-ce que le Mercosur pourra avoir un rôle qui ressemble un peu à celui de l'Union européenne comme on l'a aujourd'hui, et de voir est-ce qu'il peut avoir aussi amener les mêmes complications qui soient politiques, c'est-à-dire poser des vrais verrous dans des actions politiques. Et je pense par exemple, même s'il n'est pas, le Mexique n'est pas dedans, est-ce que politiquement il pourrait jouer contre le Mexique? Encore deux interventions, je pense, et puis on va faire un tour. Derrière, il y avait une intervention, et après je crois que Je voulais d'abord remercier toutes les personnes du panel qui ont donné un aperçu de ce qui se passe dans ce continent, qui est le mien, parce que je viens du Chili, je suis naturalisé français. Et je souhaiterais qu'on oriente la vision qu'on peut avoir de l'Amérique latine aussi vers ce qui se passe en dessous de tout ce qu'on peut apercevoir globalement par des recherches comme celles sur la drogue, sur la question des fins de cycle, tout ce sont des analyses au niveau global. Mais on connaît peu ce qui se passe en termes de pensée et d'action dans certains pays dont on voit la nature néolibérale et la domination totale de la droite. On voit peu ce qui se passe en dessous parmi ceux qui résistent, parmi ceux qui, comme nous, ici, en France, on essaye de
gagner des forces pour avancer et pour rompre cet état des choses. Alors moi, personnellement, j'ai des contacts nombreux avec des secteurs de cette nature-là dans mon pays, et aussi en Bolivie, et aussi au Nicaragua, et en Argentine, par lesquels j'obtiens des informations sur une chose très importante, c'est l'énorme développement d'abord d'une pensée. Il y a un travail intellectuel formidable, des auteurs qu'on ne connaît pas ici parce qu'ils ne sont pas traduits. On fait des efforts un peu pour traduire les choses les plus importantes. Et tant au niveau de la philosophie qu'au niveau de politique et surtout sur la façon d'agir. Alors, je veux orienter ma pensée pour que dans ces rencontres-là, on ait aussi des informations de ces niveaux-là. Ce qui implique aller chercher un peu plus profondément. Merci. Oui, alors je vous remercie tout le monde d'avoir partagé tous ces éléments-là. Et en fait, je voulais réagir sur 2 points. Un petit peu sur l'historiographie justement de l'Amérique latine, qui s'est quand même constituée pour moi sur une base oligarchique coloniale de grands propriétaires terriens qui n'ont toujours pas été expropriés et qui au final détiennent la majorité des richesses d'Amérique latine. Et surtout sur cette question par rapport à la lutte contre la drogue, où au final en fait c'est une guerre sociale. Une guerre sociale contre son peuple, parce que derrière les narcotrafiquants, on se rend compte qu'ils sont reliés directement aux appareils d'État, que leur intérêt c'est aussi de faire en sorte que ça soit toujours illégal, pour faire en sorte que les travailleurs de la coca n'aient pas de droits, ne soient pas protégés par la loi, et que les choses n'avanceront certainement jamais. Donc toutes les politiques de militarisation, etc., ils prétestent de la lutte contre la drogue, qui a été initiée par les Américains, parce qu'il y avait quand même sur une fuite des capitaux et des dollars notamment qui était énorme, et les Américains ne voulaient pas renoncer à ça. Mais le paradoxe, c'est que derrière, les Américains se sont servis des narcotrafics pour financer toutes les milices anticommunistes, antisociales, et c'est d'ailleurs sur ça qu'ils s'appuient. Donc est-ce que la question, après plus de 70 ans de lutte, enfin je ne sais plus, donc on a peut-être une 50aine d'années maintenant de lutte contre la drogue, si la question, ça ne serait pas au final la question de la légalisation pour justement donner des droits à ces travailleurs-là et une reconnaissance sociale à la place de laisser justement ces cartels se substituer à l'État avec la complicité de l'État. Alors on va faire un tour de table. Tu veux peut-être... Oui, je vais... Vous m'entendez? Toujours la même question. Alors brièvement, je vais répondre sur la Chine. Il y a une question qui a été posée sur les relations entre l'Amérique latine et la Chine. Alors il faut savoir qu'entre 2001 et 2014, le poids des États-Unis dans le commerce avec l'Amérique latine, il a diminué. Il est passé de 14% à 8%. Et dans le même temps, le commerce de biens entre la Chine et l'Amérique latine, il a été multiplié par 22. Donc la Chine, elle prend un poids considérable au sein du commerce entre l'Amérique latine et l'étranger. Et alors on ne peut pas parler de nouvelle dépendance comme avec les États-Unis parce que la Chine est un pays du Sud et donc le commerce se fait sans condition. C'est-à-dire que, contrairement aux États-Unis, la Chine ne pose pas de conditions et donc les États sud-américains y trouvent beaucoup plus leur compte. Mais ça ne règle pas le souci de la dépendance des États latino-américains envers les matières premières et ça participe même d'un cercle vicieux puisque la Chine, entre guillemets, va enfermer les économies latino-américaines dans l'extractivisme. Et ça pose un réel problème. En fait, on ne sort pas du problème de l'extractivisme, on passe, entre guillemets, d'une dépendance, on va dire, avec de l'animosité, à une dépendance un peu plus bienveillante. Mais on reste quand même dans une sorte de domination, en tout cas. Et puis, il faut savoir voilà, que les Chinois, ils ont, enfin, comment dire, par exemple en Bolivie, ils vont s'accaparer beaucoup de terres, des mines, etc., avec parfois peu de considération pour l'environnement.
Juste sur le rôle du Mercosur, le rôle politique, il faut savoir qu'il y a d'autres organisations internationales en Amérique latine. Enfin, il y avait, puisque l'UNASUR est en train de mourir. L'Équateur, notamment de Lénine Moreno, s'est retiré de cette organisation. Il y avait la CELAC, mais qui n'a que très très peu de poids. Et en fait, le Mercosur est l'une des seules institutions, alors c'est une institution économique, mais l'une des seules institutions de poids en Sud-Amérique, en Amérique du Sud. Mais sur la scène politique, il ne me semble pas qu'elle ait beaucoup de répercussions. Peut-être que mes camarades pourront en dire plus. Et sur le narcotrafic, c'est assez intéressant. Moi, je voudrais vous parler du cas de la Bolivie, parce que c'est le pays sur lequel j'ai étudié. Il faut savoir qu'il y a une quasi-légalisation de la feuille de coca en Bolivie. Evo Morales est toujours le secrétaire général des cocaleros, c'est-à-dire des exploitants de la feuille de coca. Et donc on peut un petit peu prendre ce pays comme point d'appui pour une analyse de la légalisation entre guillemets de la feuille de coca. Sauf qu'en Bolivie, en fait, il y a entre, on va dire, 20% de la feuille de coca qui sert à la mastication traditionnelle, voilà, qui fait partie de la culture bolivienne et qui remonte à des cultures pré-inca. Mais la plupart des feuilles de coca servent à l'exportation de cocaïne. Et en fait, les cocaleros disposent de droits et en fait disposent même de beaucoup de droits. Et ils vont s'approprier des terres indigènes, par exemple en Bolivie, notamment sur le Tipnis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le cas du Tipnis, où on voulait construire une autoroute, et l'autoroute est en construction là-bas. Et en fait, les cocaleros prennent possession de terres indigènes, et dans certains cas extrêmes, vont même jusqu'à réduire les indigènes au stade de péon, c'est-à-dire voilà, quasi-esclavage, pour cultiver les feuilles de coca pour eux. Et donc ce problème, il est assez ambivalent, puisque il n'y a pas, on va dire, c'est l'effet inverse. Si vous voulez, les cocaleros sont en passe de peut-être constituer une possible menace pour les peuples indigènes en Bolivie. Voilà, c'est juste pour souligner ce point-là. Il n'empêche qu'effectivement, une légalisation de la coca dans d'autres pays serait bienvenue, effectivement, pour qu'ils aient des droits dans d'autres pays. Oui, juste pour rebondir rapidement sur le Mercosur, puisqu'il se trouve que je travaille au Parlement européen et qu'on a suivi donc assidûment avec les 6 nouveaux eurodéputés de la France insoumise cette question de l'accord de libre-échange Mercosur-Union européenne dans les négociations qui ont duré plusieurs décennies, ce qui matérialise bien la difficulté d'avoir une organisation régionale côté Amérique latine, parce que finalement le Mercosur, que ce soit la CELAC ou l'UNASUR, ne fonctionne guère mieux en tant qu'institution vraiment régionale, quoi. Et à tel point que dans les négociations commerciales, en réalité, Bruxelles a négocié beaucoup en bilatéral. Et le Brésil de Bolsonaro a d'ailleurs, dès l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, rehaussé la pression commerciale, la pression des négociations commerciales, en disant mais nous, il n'y aura pas d'accord, il y aura 0 accord si vous ne nous accordez pas tel quota d'importation de tel ou tel produit, en général le bœuf, la viande pour les Brésiliens, mais pas que. Voilà, ils ont commencé très dur. Voilà, il n'y avait pas, pour vous dire que c'est même le Mercosur, qui est une alliance régionale libérale ou néolibérale, fonctionne pas non plus en tant qu'entité. Il y a eu beaucoup de négociations bilatérales au final. Et d'abord sur la question de la CIA, et la présence des États-Unis en Amérique latine, elle est historique. Et je pense qu'il faut parler notamment du plan Condor. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est un financement, c'est même pas un financement, c'est une formation des militaires, qui se synthétisaient en fait à l'école des Amériques, en fait, l'école des Amériques. C'est une école en fait où des anciens militaires, même français, suite à la guerre d'Algérie, ont formé les militaires latino-américains pour ensuite faire tout ce qu'ils ont fait et dans les dictatures, notamment chilienne, argentine, et notamment sur les méthodes de torture. Et il y a une certaine circulation des savoirs là-dessus, et la présence et la, comment le dire, il n'y a plus cette présence des armées coercitive très présente comme dans les dictatures,
Mais la présence, elle est là, et elle se manifeste, genre elle a muté en quelque sorte aujourd'hui avec les liens qui ont les forces armées, avec les groupes paramilitaires, mais aussi avec cette influence un peu à part le Venezuela. Je pense qu'il n'y a pas eu genre une formation, un lien entre les armées latino-américaines et les gouvernements progressistes. Là-dessus, il y a un certain décalage, notamment au Brésil. L'armée, elle n'a jamais eu, malgré les efforts de Lula au Brésil, et notamment dans la question des financements avec un sous-marin, un sous-marin qui a essayé de négocier genre Lula, et c'est un premier sous-marin nucléaire en fait. Et genre sur cette question, Lula il a fait beaucoup d'efforts sur la question avec les militaires, la relation avec les militaires. Mais les militaires, ils restent en fait nostalgiques de la dictature quelques-uns. Et aujourd'hui, c'est une des forces qui a mené Bolsonaro au pouvoir. Et sur la question des intellectuels un peu et des fondements de base, un peu des nouveaux mouvements qui ressortent, en Colombie, il y a eu un mouvement qui s'appelle la Colombie humaine, qui a eu 8 millions de voix, qui est arrivé au deuxième tour contre l'extrême droite qui gouverne aujourd'hui le pays. Et il faut dire que le candidat présidentiel, Gustavo Petro, il a eu un attentat de mort en frontière avec le Venezuela. Et notamment, il faut dire aussi que cette frontière avec le Venezuela, elle est en ce moment occupée par des paramilitaires et par des forces criminelles privées qui ont pris un peu le contrôle de contreband entre la Colombie et le Venezuela. C'est une situation de tension même avant l'éclat de la crise du Venezuela, parce qu'il y avait quand même genre des échanges commerciaux assez importants. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, quand on parle de l'immigration vénézuélienne, il y avait à un moment donné plus de 3 millions de Colombiens au Venezuela qui avaient genre quand même des services gratuits. Et aujourd'hui, toute cette personne, en fait, suite à la crise, rentre un peu en Colombie et se trouve avec un rejet de la population et du gouvernement colombien un peu autoritaire vis-à-vis de l'immigration. Et voilà. Et surtout sur la question, voilà, pour répondre, Enrique Dussel, en fait, c'est un philosophe argentin qui s'est exilé en fait au Mexique, qui est aujourd'hui le directeur de la UAM, de l'Université autonome du Mexique. Et c'est un peu un idéologue qui mélange tout ce qui était genre la philosophie de la libération, les expressions de la théologie de la libération dans les mouvements armés et en Amérique latine, et qui est un peu la personne qui a conçu tout le mouvement populaire de Morena. Et c'est un mouvement décolonial et c'est une personne qui a assez de diffusion sur Internet. Du coup, si vous êtes intéressé, c'est très intéressant de le voir. Et Maristela Bampas aussi en Argentine, c'est quelqu'un qui est une référence aujourd'hui sur la question d'analyse de l'axe populiste, de droite et de gauche. Et pour finir, je pense sur la question du narcotrafic et la légalisation. Et on a une expérience assez bonne en fait en Uruguay, et genre il vient de sortir en fait depuis la légalisation du cannabis. L'Uruguay, il a eu 22 millions de profits, millions de dollars du profit. Et sur la question de la santé publique, notamment en parlant de Gustavo Petro, le ex-maire, il a été maire aussi de Bogota, il a mis en place tout un système en fait dans des zones de consommation de drogue pour les SDF notamment, et des centres d'attention et des centres d'accueil et d'accompagnement pour la consommation des drogues. Et on revient sur le même point, la consommation des drogues et du narcotrafic, c'est pas une question d'ordre public, c'est une question de santé publique, c'est une question qu'il faut aborder sur ce point-là. Et voilà. Et l'option de la légalisation, évidemment, c'est une des options qui permettrait d'arracher un peu le commerce, notamment du cannabis, et des mains des narcotrafics. Mais comme je l'ai montré notamment, il y a beaucoup de liens entre les forces des narcotrafics et les pouvoirs en place. Bon, juste rapidement, pour revenir sur les questions concrètes et d'organisation. Au Venezuela, ce qu'on a pu constater, c'est que si le peuple est très précarisé, il n'en reste pas moins très politisé et très organisé, auto-organisé. On l'a vu avec l'exemple d'une boulangerie autogérée, qui est une très belle expérience de résistance et de solidarité citoyenne.
pour la réappropriation des moyens de production en vue d'une meilleure distribution des richesses, mais on l'a vu aussi avec le fait que les gens sont très conscients de la situation actuelle, que la situation avec Guaido, elle s'est à peu près stabilisée, mais ils n'en sont pas moins dupes qu'une très forte menace d'intervention pèse sur le Venezuela, une intervention américaine, enfin des États-Unis. Et là, ces derniers mois, depuis le mois de janvier, il y a de nombreuses personnes qui ont rejoint la milice bolivarienne, qui est l'équivalent d'une garde nationale et citoyenne, pour s'entraîner à défendre leur pays et se préparer à la guerre. Donc ils sont vraiment très investis dans tout ça. Bon, du coup, je dois aller à 1000 km de l'heure. Je vous donne un scoop. En fait, la consommation de drogue a été légalisée au Mexique le 5 janvier 1940. Vous saviez ça? Et qui s'est opposé très peu après, à votre avis? Les États-Unis, parce qu'ils n'avaient pas assez de drogue pour leurs troupes pendant la guerre. Hein? Du coup, en fait, c'était le général Lázaro Cárdenas, président à l'époque, qui l'avait fait. Et Andrés Manuel López Obrador s'inspire beaucoup de tout ce qui a été fait par Cárdenas. Et c'est prévu, on travaille sur la question de la légalisation de la drogue. Et il y a une loi d'amnistie aussi qui est prévue pour amnistier tous les petits paysans, souvent d'origine indienne, qui sont en prison parce qu'ils étaient obligés de cultiver de la drogue. Voilà. Donc Enrique Dussel, effectivement, mais pour aller vite vers la question de Hugo, il y a Paco Ignacio Taibo II que vous avez vu à côté de Jean-Luc Mélenchon récemment. Il est vraiment extraordinaire, sauf que malheureusement, ils ne sont pas traduits, tous ces gens-là. Il faudrait faire un effort et les traduire, faire connaître toute cette pensée décoloniale. Il y a un petit groupe de réflexion décoloniale à l'école des hautes études en sciences sociales, mais ils se font attaquer partout parce qu'ils disent que c'est juste ils font juste du racisme anti-blanc. Bon, voilà, la CIA en Amérique latine, oui, c'est historique. Je vous invite à googler le nom de Smedley Butler. Vous allez voir jusqu'à quel point, et bien avant la création de la CIA, les États-Unis faisaient déjà de l'intrusion dans les différents gouvernements d'Amérique latine. Et même si j'aime pas cette série Narcos sur Netflix, je vous invite à voir quand même El Chapo sur Netflix. Parce que là, vous allez voir quand même la partie, ils abordent quand même pas mal la partie justement des intérêts américains dans la production et le trafic de drogue et la partie politique de la question du trafic de drogue. Je pense que je suis obligé de m'arrêter là. J'espère qu'on aura l'opportunité d'en parler un peu plus demain, samedi à 11h, c'est ça ?